Elle peut paraître discrète, voire effacée. Ça, c'est pour la première impression. En tout cas, elle est toujours souriante. Justement, qui se cache derrière ce sourire? On va tenter de percer le mystère. Anne Hidalgo est notre invitée. Bonsoir, Madame la maire. Bonsoir. Alors, avec Mickaël Darmon, on va revenir sur votre actualité assez chargée avec ce premier conseil de Paris que vous allez présider demain. Un ordre du jour sur lequel on va revenir dans un instant. On va se pencher aussi sur vos premiers pas en tant que maire de Paris, le style Hidalgo justement. Julien Arnaud, Mélanie Favreau et Sébastien Rioux vous ont suivi pendant quelques jours. Reportage. Ce mercredi matin, 9h30, petit briefing avec ses fidèles autour d'un café, les mêmes qui étaient à ses côtés pendant la campagne. La maire de Paris l'affirme, elle aime travailler en bande. J'ai besoin de m'entourer et de faire partager les décisions et le diagnostic de la situation à celles et ceux qui font partie de l'équipe qui dirige Paris aujourd'hui. Elle serait plutôt cassante pour ses détracteurs. Une chose est sûre, à 55 ans, Anne Hidalgo, première femme à diriger la capitale, veut imprimer sa propre marque. L'hôtel de ville, Anne Hidalgo en rêvait depuis longtemps. La voici désormais à la tête de cet impressionnant vaisseau, 50 000 fonctionnaires et un budget de 8 milliards d'euros. Au deuxième étage, en bordure de la Seine, le bureau de Madame la maire de Paris, l'un des plus beaux de la République, 150 mètres carrés, et la nouvelle locataire des lieux compte apporter petit à petit sa touche personnelle. Alors pour l'instant, c'est pas encore fini, mais j'ai mis le bureau un peu en angle. J'ai fait monter ce canapé qui était dans les salons en bas pour être un peu plus accueillant. Et je veux faire venir du street art. Mais ça, je vous le ferai découvrir. Voilà. Pas pour tout de suite. Non. À sa droite, son jeune directeur de communication, à peine 30 ans, un des piliers de l'équipe Hidalgo. Ici, son directeur de cabinet, un énarque de 35 ans, qui occupait déjà cette fonction auprès de son prédécesseur. La candidate l'avait promis, le nombre des collaborateurs a baissé, passant de 40 à 32. Nous retrouvons Anne Hidalgo cette fois-ci sur le terrain, dans le 12e arrondissement. Une nouvelle boutique solidaire de la communauté Emmaüs est inaugurée. Ici, on répare, on recycle et on parle aussi de politique. On a gagné, c'est pas mal. Mais ouais, quel combat, hein. Oh là. C'est bien quand ça s'arrête. Oh non, jamais laisser, faut faire. Jamais. Elle a dit Moi, tout à vous l'heure. savez, je lâche jamais rien. Vraiment. Hein. Rien. Voilà, faut être gentil, mais rien lâcher. Exactement, ouais. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Être maire de Paris, c'est également recevoir les maires des autres villes du monde. Et Anne Hidalgo peaufine son image internationale. Notre accord de coopération, c'est important. C'est mon premier. Hein. Ton premier? Mardi 13 mai, le maire de Montréal est de passage dans la capitale. Ça va marcher. Ça va marcher. Afficher les sourires et la complicité. Aujourd'hui, on est très cynique envers les politiciens. On leur casse du sucre sur le dos. Et puis quand je vois des gens comme Anne, ben oui, non seulement ça me séduit, mais ça me rassure. Au détour d'une phrase, devant une caméra canadienne, Anne Hidalgo en profite pour appeler ses choix politiques. Moi, j'ai refusé d'avoir une expérience gouvernementale. Ça reste à faire. Il a fait un choix, Il a fait non, ça reste pas à faire. C'est un choix. Non, je l'ai écarté pour moi. Hein. Dans les prochains mois, elle devrait rencontrer la maire de Madrid et se rendre à New York. Dernière étape de notre immersion, le musée Carnavalet, où Anne Hidalgo est attendue. Son style, à l'écoute, connaisseuse des dossiers, mais aussi sans concession, ne laissant rien passer, comme dans cette séquence où elle se rend compte que le maire de l'arrondissement n'a pas été convié. Non. Effectivement. On a tout de suite. Non, ça vous faites pas. N'oubliez pas les maires d'arrondissement. Anne Hidalgo est cash, elle l'assume. Elle adore son nouveau job, elle le dit elle-même. Mais avant de partir, une petite question. Anne Hidalgo échange-t-elle régulièrement avec Bertrand Delanoë? Avec lui. Beaucoup, bien sûr. C'est un ami, hein, vous savez, donc j'ai plaisir à voir qu'il vit bien sa vie de Parisien. Il adore prendre le métro. Il a rajeuni même. Ambitieuse pour les uns, battante et chaleureuse pour les autres, Anne Hidalgo, une dame de fer, aujourd'hui à l'épreuve du pouvoir. Alors Anne Hidalgo, dans ce reportage de Julien Arnaud, il y a un passage, un échange avec quelqu'un de la fondation Emmaüs, et on vous entend dire il faut être gentil mais ne rien lâcher. Oui. Est-ce que derrière ce sourire que vous avez tout le temps, est-ce que vous n'êtes pas finalement un peu une fausse gentille ?
Je me définis comme quelqu'un de courtois, de respectueux. J'ai aucune raison d'être désagréable. Maintenant, je ne lâche rien. C'est vrai que je suis une femme de conviction. Vous savez, je ne serais pas maire de Paris si j'étais quelqu'un de trop discret ou d'effacé. Voilà, Conviction ou pouvoir, vous connaissez aussi la manière d'y accéder et de peut-être aussi l'amour de l'exercer. Oui, d'abord, j'aime exercer le pouvoir parce que le pouvoir pour agir, pour faire évoluer des choses. Vous savez, pendant toute cette campagne, j'ai porté des projets. Le fait de pouvoir aujourd'hui, avec mon équipe, pouvoir les mettre en œuvre, c'est quelque chose que j'ai recherché. Donc, vous savez, quand on est en politique, j'ai eu l'occasion, le temps aussi, d'observer l'exercice du pouvoir. Je m'inscris sans doute aussi dans une génération qui regarde les choses avec plus de collégialité. Le monde politique a changé, la vie politique change, la crise démocratique est là. Et tout cela, je l'intègre dans la façon dont j'exerce le pouvoir. Je veux être à la fois dans la transparence, la collégialité et faire en sorte que les Parisiens, puisque c'est là que j'ai mon mandat, participent et comprennent ce qui se passe dans leur ville. Mais c'est aussi un petit peu, voilà, on en parlait de ce sourire et en même temps, le fait que souvent on considère que voilà, vous pouvez peut-être être un peu naïve ou un peu comme ça. On dit même parfois, on entend des choses pas très sympathiques, un peu comme ça, nunuche, ceci, cela. Mais vous masquez ça parce qu'au fond, ça vous sert. Écoutez, moi, vous arrivez à tromper vos adversaires comme ça. Moi, je laisse dire ceux qui pensent que le pouvoir s'exerce avec beaucoup de testostérone, avec beaucoup de rapports de force et avec une espèce d'attitude qui consiste à être toujours dans un combat avec des personnes. Moi, je ne procède pas comme ça. Je suis une femme de conviction et d'engagement. Ce qui fait que je m'engage, que je suis en politique, voilà, une femme politique qui exerce aujourd'hui un niveau très important qui est la mairie de Paris, c'est que je veux faire bouger les choses. Et pour faire bouger les choses, on n'est pas obligé de faire la gueule. On s'affirme et je suis quelqu'un de très affirmé. On va évoquer justement vos premiers pas et surtout vos premières décisions. Julien Arnaud l'évoquait, il y a une forme de volonté d'exemplarité dans vos débuts en tant que maire de Paris. Vous avez choisi d'avoir 8 collaborateurs de moins que Bertrand Delanoë. Et puis personne n'y échappe, tout le monde est mis à la diète. Vos adjoints, les maires d'arrondissement, les différents groupes politiques aussi du Conseil de Paris, tout le monde sauf Bertrand Delanoë, puisque vous souhaitez que le Conseil de Paris lui accorde un bureau à l'Hôtel de Ville, une secrétaire à mi-temps pour l'aider à répondre aux courriers qu'il reçoit. Alors pourquoi ce privilège, serait-on tenté de dire, quand tout l'Hôtel de Ville doit se serrer la ceinture ? D'abord, j'ai souhaité vraiment qu'à Paris, moi-même, mon équipe, on donne des signes forts. Et vous savez, je viens de les évoquer, mais ces signes, est-ce qu'ils ne sont pas justement je reviens sur les signes forts que je veux donner qui, sur la durée du mandat, vont faire quand même une économie, rien que ces signes-là, ces actes-là, de 25 à 30 millions d'euros d'économie sur le mandat. Bertrand Delanoë reçoit énormément de courriers. Il est maire honoraire. C'est le préfet qui l'a décidé, qui lui a donné ce titre-là parce qu'il y avait droit. Contrairement à d'autres maires, Jean Tibéri n'avait pas droit à ce titre de maire honoraire parce qu'il a été condamné et que la condamnation pour inéligibilité lui empêche d'avoir ce titre-là. Et donc Bertrand Delanoë reçoit énormément de courriers. Aujourd'hui, moi, j'ai une secrétaire à mi-temps qui s'occupe de ce courrier-là. Il me paraît là aussi de façon transparente de le faire voter par le Conseil de Paris. On reverra d'ailleurs dans 3 ans parce que y compris dans ma majorité, les Verts m'ont dit, mais est-ce que sur la durée du mandat... Oui, peut-être qu'il recevra moins de courriers. Avec il recevra peut-être moins de courriers, donc on reverra les choses. Le symbole est là quand même, le symbole est là, et peut-être, au fond, pourquoi ne pas le faire financer, ce dispositif, par le groupe socialiste Vous savez, on peut parler... Comme à l'époque, ça se faisait aussi. C'était l'UMP qui... écoutez, on peut parler de cela à l'infini. Non, c'est pas à l'infini. La République... Est-ce que ce serait pas plus clair, plus transparent de facturer ça sur l'enveloppe budgétaire Moi, je pense que la transparence, c'est de le faire voter par les élus parisiens qui représentent les Parisiens. C'est le choix que j'ai fait. Celui de la transparence pour qu'effectivement, personne ne vienne dire, tiens, il y aurait un bureau attribué, comment, par quel biais. Je mets sur la table. Et
vous savez, que la République soit reconnaissante vis-à-vis du travail qui a été exercé par les anciens présidents de la République ou là par le maire de Paris, que le Conseil de Paris lui donne la possibilité de répondre aux centaines, aux milliers de courriers et de sollicitations qu'il continue à recevoir, ça me paraît la moindre des choses. D'ailleurs, j'ai pas entendu les Parisiens critiquer ou considérer que cette preuve de respect dans la transparence avec un vote du Conseil de Paris était quelque chose qui les choquait. Je laisse les grincheux qui cherchent polémique à tout instant et sur tout sujet, je les laisse continuer à développer leur talent polémiste. On va évoquer les différents chantiers que vous allez lancer demain à l'occasion de ce Conseil de Paris. On fera ça dans la deuxième partie de l'émission. Là, on va parler des européennes. L'élection a lieu dimanche prochain. Et il y a une image, un échange qui nous a marqué ici à iTélé. C'était en début de semaine. C'était Martin Schulz, donc le candidat du PS, des sociaux-démocrates au sein de l'Union européenne, pour la présidence de la Commission européenne, face aux salariés de l'abattoir GAD à Lampol-Guimillot en Bretagne. Regardez, c'était au micro d'Amélie Carwer et Mickaël Chailloux. Nous avons un président de la République, il s'appelle François Hollande, qui nous a promis une France juste. Qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui ? Monsieur... Quand j'entends simplement qu'effectivement qu'on donne de l'argent au patronat, parce que c'est le patronat qui va créer de l'emploi, tout ça. Et quand j'entends M. Gattaz, le patron des patrons français, qui dit 1% pour les Français et lui 29% d'augmentation, on appelle ça de la justice sociale ? Je ne suis pas là pour critiquer François Hollande ou pour le défendre, c'est à vous de le faire. Je suis là pour vous demander la confiance nécessaire pour changer l'Europe. Donc, je fais mes propositions, faites-vous votre choix. Alors, Anne Hidalgo, il y a Martin Schulz. Il vient parler d'Europe et on lui répond France, crise, salaire et François Hollande. Alors, est-ce qu'une fois de plus, ces européennes ne sont pas tout sauf européennes ? C'est normal que lorsque vous avez face à vous des responsables, des représentants, des personnes qui viennent solliciter le suffrage, vous leur évoquiez tous les sujets qui vous importent. C'est normal qu'on évoque la situation de l'emploi dans une entreprise. Ça fait partie du débat qu'on a en permanence avec les citoyens. Est-ce que c'est pas le vote de dimanche là, prochain qui est en train de se montrer là peut-être ? Le vote de dimanche est un vote très important. C'est vrai que en France, il y a de plus en plus d'eurosceptiques. C'est vrai que la Commission européenne, ces dernières années, n'a pas montré qu'elle était capable de prendre en main la crise de l'euro, d'apporter une vision, notamment à travers, bien sûr, la question budgétaire a été posée et la rigueur budgétaire des comptes publics, c'est quelque chose qu'on a entendu et auquel, en partie, je souscris. Mais la Commission européenne n'a pas été capable de porter des propositions pour qu'en Europe, il y ait aussi des grands projets, qu'on investisse qu'on permette à l'emploi. Donc, pour votre parti en particulier. On part de loin, on part de très loin. C'est-à-dire la distance entre ce que les Français mais là, on se focalise sur des thématiques franco-françaises dans cet échange. Est-ce que le vote sanction n'est pas inéluctable pour la gauche, pour le PS ? La thématique de l'emploi, elle est très importante aussi dans une élection européenne, puisque je suis convaincue que Martin Schulz, qui est un homme que je connais, que j'ai vu faire agir au sein du Parlement européen, mais que je connais personnellement, Martin Schulz pourra apporter une autre approche sauver le PS d'une débâcle en France, et surtout par exemple. Apporter en Europe une autre politique, une politique dans laquelle il n'y ait pas l'austérité pour simple horizon, mais une politique dans laquelle on mise sur l'éducation, sur la recherche, sur des programmes en faveur de l'emploi, sur par exemple le développement de l'apprentissage. Et comment, avec l'état du PS dans cette européenne. élection, regardez, les sondages donnent un PS en grande difficulté dans cette élection, comment pouvez-vous espérer porter Martin Schulz à la tête de la Commission ? Alors, d'abord, je vous dis, parce que je suis là aussi pour vous dire que Martin Schulz, à la tête de l'Europe, aurait un projet pour l'Europe qui serait beaucoup plus en adéquation avec ce que nous portons. Moi, je suis au PS, et avec ce qu'attendent beaucoup de personnes, y compris cette personne qu'on entend dans l'entreprise évoquer la question de l'emploi. Donc, Martin Schulz a un autre projet pour l'Europe. Il faut lui faire confiance. Bien sûr, ça ne m'a pas échappé que dans la crise démocratique que nous vivons, le PS aujourd'hui a besoin d'apporter
d'apporter aussi des réponses, de donner des gages et de s'inscrire dans un dialogue avec les citoyens qui leur donnent confiance. Moi, je suis aussi là pour dire que les vraies solutions, elles passent parce qu'à l'arrivée, il y aura une Europe progressiste ou une Europe conservatrice, voire même une Europe du repli sur soi, populiste, et justement, cette Europe populiste dans laquelle les extrêmes droites que vous auront trop de place. On voit la liste UKIP en Grande-Bretagne qui est en tête des intentions de vote. Le Front National en France, a priori également. Marine Le Pen qui fait la une du magazine Time en ce moment. Est-ce qu'il ne manque pas des voix fortes sur l'Europe à gauche? On vient d'entendre Jean-Louis Borloo sortir de sa retraite politique pour les centristes, cette famille très, très européenne. Est-ce qu'il ne manque pas justement un Jean-Louis Borloo de gauche en ce moment? Martin Schulz est une voix forte pour l'Europe. Et en plus, c'est un Européen. Il est profondément mais dont on fait la connaissance convaincu. En France à peine durant cette campagne. Oui, peut-être. Eh bien, voilà. Pourtant, il est président du Parlement européen depuis très longtemps. Donc, voilà. Arrêtons de voir les choses uniquement à travers un regard classique. Je suis d'accord avec vous, il y a un problème. Il y a un problème de rapport entre l'Union européenne et les citoyens. Il y a un problème aujourd'hui, effectivement, quant à la façon dont le PS est perçu par nos concitoyens. Ça ne m'a pas échappé, je l'ai vu, y compris à l'occasion des élections municipales. Face à cela, il y a deux attitudes. Soit vous baissez les bras et vous dites, bon, il n'y a plus rien à faire, laissons les choses aller, et les populismes et l'extrême droite l'emportent, parce que c'est un mouvement que l'on voit se dessiner dans beaucoup de pays, ou alors on combat et on apporte d'autres solutions. Est-ce que ces solutions sont audibles? Il y a eu un débat, il y en aura un autre cette semaine, mais moi je considère que le fait de faire confiance à nos élus, qui eux vont porter justement la candidature de Martin Schulz à la tête de l'Europe, c'est déjà un début de solution. Vous savez, le fait d'avoir dans cette élection, et c'est vrai aussi pour son adversaire Juncker, d'avoir les candidats progressistes et conservateurs qui se sont entendus sur qui sera président de l'Union à l'arrivée de la Commission. C'est une manière de dénationaliser le débat parce que vous n'êtes pas peut-être en situation européenne de le porter, tout simplement. Mais non, vous savez, c'est un débat européen. On ne peut pas tout le temps dire ce sont des élections dans chaque pays. Oui, on ne peut pas tout le temps nous dire qu'on oublie l'Europe et au moment où on a cette élection européenne, ne pas montrer l'imbrication des peuples. Cette imbrication, elle est aussi organisée par cette campagne que nous faisons avec Martin Schulz et avec nos candidats. Il nous reste moins de 3 minutes sur pour la grande évoquer deux région. thèmes. C'est Pervenche Berès. Je termine là-dessus. C'est Pervenche Berès qui conduit la liste pour la grande région Paris et Île-de-France et qui est aussi une femme remarquable qui a une connaissance des processus européens et en qui on peut tout à fait avoir confiance. 2 minutes 30 pour parler de la réforme territoriale tout d'abord, cette volonté de supprimer les départements, de réduire les régions de moitié. Est-ce que c'est la réforme la plus urgente à faire aujourd'hui ? Il faut bien sûr se poser la question de cette réforme territoriale. Ça fait très longtemps qu'elle est posée. Vous savez, à Paris, on travaille sur plusieurs aspects. On a la métropole du Grand Paris qui est en train de naître. Est-ce qu'elle va avoir lieu parce qu'elle va aller jusqu'au bout parce que maintenant elle va être à droite. Oui, mais vous savez, le fait qu'il y ait une nouvelle donne politique n'a absolument pas retiré les défis qui sont là. Le défi du logement, le défi de l'attractivité de cette métropole. Il suppose qu'il y ait une gouvernance qui prenne en compte cela et que les maires, puisque c'est une assemblée de maires et des présidents de conseils généraux qui, à l'arrivée en janvier 2016, siégera aux destinées de ce Grand Paris, eh bien c'est cette assemblée de maires qui doit avancer. On a eu une réunion très importante cette semaine au sein de Paris Métropole pour nous engager dans vous dites gouvernance, l'élaboration. Mais pas pouvoir, parce que c'est Paris qui doit rester le pouvoir. Non, c'est pas ça. C'est que, vous savez, c'est une assemblée de maires, donc on travaille sur des projets pour porter des projets de logement, des projets qui permettent à des entreprises de se développer, de s'implanter. C'est pas dans la guerre du pouvoir qu'on va y arriver. Donc, il y a un état d'esprit qui est plutôt positif aujourd'hui, qui prédomine au sein de Paris Métropole. Une dernière question qui vous est posée par une élue justement au Conseil de Paris, la maire UMP du 9e arrondissement.
Madame Hidalgo, bonjour. Vous avez décidé en septembre 2013 de mettre en place la réforme des rythmes scolaires à Paris de façon précipitée. Aujourd'hui, les directeurs d'école, les professeurs des écoles sont excédés, les parents d'élèves souvent furieux et les élèves fatigués. Et donc je voulais savoir si vous étiez prête à me proposer quelques aménagements pour la rentrée prochaine. Alors, des aménagements sur la réforme D'abord, des je rythmes ne scolaires. partage pas ce constat. J'ai mis en place une commission d'évaluation avec les Oui, y a pas de problème. enseignants, avec tout le monde. Et les problèmes qui se posent, on les règle au fur et à mesure. Il y aura sûrement des évolutions, comme nous en avons fait déjà depuis un moment, mais je ne partage pas ce constat. D'ailleurs, pendant la campagne des municipales, les deux candidates principales, nous portions un regard différent sur la question des rythmes éducatifs. Et il se trouve que je suis maire aujourd'hui et que je continue dans la même logique qui a prévalu à cette campagne. Je crois à cette réforme. Vous restez avec nous, Anne Hidalgo, dans quelques instants, la seconde partie de Politique Week-end. On va parler notamment de la lutte contre la pollution de l'air à Paris et dans quelques instants aussi un nouveau journal avec Alice Darfay.